me donner la parole. Alors, je vais commencer par un aveu. Je ne sais pas si de bons professeurs de rhétorique valideraient la démarche, mais il se trouve que j'ai voté oui, moi, il y a 20 ans, au traité constitutionnel européen. J'avais 18 ans, c'était mon premier vote. De manière très originale, j'avais les idées de ma famille, de mon milieu social. J'achevais ma première année de droit. J'avais eu le privilège de recevoir Valéry Giscard d'Estaing à l'université de Rouen, qui évidemment avait vanté les mérites du traité constitutionnel européen, puisqu'il en était le rédacteur, ou en tout cas l'un des grands rédacteurs. Et je pensais surtout être dans le camp de la raison, dans le camp du bien, dans le sens de ceux qui voient vers l'avenir et qui ne regardent pas vers le passé. Évidemment, depuis 20 ans, les choses ont bien changé. J'ai bien changé, le pays aussi. Et il y a 20 ans, si j'ai voté oui, la France, elle, déjà, dans une large majorité, avait voté non. 55% des Français avaient compris que l'Union européenne se construisait contre les peuples, contre leurs intérêts et au seul profit des classes les plus privilégiées. Mais 3 ans plus tôt, déjà, un signal avait été envoyé puisque les élites du pays avaient été désavouées en quelque sorte. Les Français avaient envoyé Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Les Français, déjà, en avaient ras-le-bol. Ras-le-bol qu'on ne les écoute pas. Ras-le-bol de subir déjà à l'époque des réformes où ce sont toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Ras-le-bol des petits arrangements entre amis politiciens qui font passer leur carrière avant l'intérêt de la nation. Mais plutôt que d'entendre ces messages, la classe dirigeante a décidé, puisque le peuple n'allait pas dans le sens souhaité, elle gouvernerait désormais contre lui. C'est la trahison du traité de Lisbonne en 2008, adopté par le parlementaire français. Ce qui avait été massivement rejeté dans les urnes 3 ans plus tôt était finalement adopté dans les coulisses. Depuis ce jour, la France est officiellement sortie de sa trajectoire démocratique et elle n'a cessé depuis de dévaler la pente de l'autoritarisme. Et on peut dire que ces dernières années, le mouvement liberticide s'est considérablement accéléré à une vitesse absolument terrifiante. Je voudrais citer 2 événements qui, à mon avis, constituent des tournants majeurs, car ils sont des franchissements de seuil sans retour en arrière possible. Le premier, c'est évidemment la répression du mouvement des Gilets jaunes, une répression policière et judiciaire d'une intensité inouïe qui a définitivement tué la liberté de manifestation. Ah oui, bien sûr, sur le papier, la liberté de manifestation existe, mais sur le papier seulement, parce que dans les faits, vous savez que si vous sortez dans la rue, au mieux, vous risquez l'amende financière, la matraque, la garde à vue et même la prison. Au pire, vous risquez de perdre une main ou un œil parce que la France est le seul pays européen à autoriser l'usage d'armes de guerre contre des manifestants. Et j'ai une pensée évidemment à cet instant pour mon ami Jérôme Rodriguez, pour Vanessa, pour Manu, pour Antoine et pour tous les autres, tous ceux qui ont payé dans leur chair le combat pour la liberté. Le deuxième tournant, c'est la répression des soutiens à la cause palestinienne. Plus de 650 procédures pénales pour un soi-disant délit d'apologie de terrorisme ont été engagées partout dans le pays par des procureurs aux ordres et une justice parfois complice, comme à Lille, où un représentant de la CGT a été injustement condamné. Ici, c'est la liberté d'expression qu'on a assassinée. Et même s'il y a ces derniers temps une légère inflexion médiatique sur le génocide en cours à Gaza, oui, je dis bien génocide, n'ayons pas peur des termes, mais je le disais déjà l'année dernière, les mauvaises habitudes ont été prises et désormais, tout opposant politique sérieux doit savoir qu'il s'expose en France à des poursuites judiciaires arbitraires pour ses opinions. Alors comment résumer la situation politique française des 20 dernières années ? C'est très simple. C'est l'histoire d'un pays qui a vu ses élites s'accaparer tout le pouvoir pour trahir le peuple. C'est l'histoire d'un pays qui a vu ses plus grandes fortunes amasser toujours plus de richesses au détriment de tous les autres qui ont basculé dans la pauvreté ou subi le déclassement et l'insécurité économique. C'est l'histoire d'un pays où toutes les libertés politiques ont été saccagées, les unes après les autres, pour maintenir de force une politique injuste et dévastatrice. Mais je crois que tout cela connaîtra bientôt sa fin. Chacun le sent au fond de lui, il y a dans l'air que nous respirons, je crois, comme un parfum de fin de régime. Je crois que nous sommes en train de vivre la fin d'une ère, une bascule historique va bientôt se produire. Alors évidemment, on parle à l'échelle de l'histoire, on ne parle pas en jours ou en semaines, mais peut-être plutôt en années. Mais il serait bien que la rupture que nous sentons venir intervienne plus tôt que prévu. Le problème est le suivant. Dans la période de grande confusion et de colère que nous connaissons, où se dirigera l'énergie du changement ? Qui emportera les forces vives du pays ? D'un côté, la menace réactionnaire est là, comme elle l'a toujours été dans les périodes troublées. Et regardons les choses en face, c'est elle qui, pour le moment, est dans la meilleure dynamique.
De l'autre, se dresse le camp de l'émancipation, celui des humanistes, des révolutionnaires, de tous ceux qui veulent transformer la colère légitime en joie, en partage, en solidarité, pour construire un monde plus juste. La question est la suivante: comment faire pour que la pièce tombe du bon côté ? Je crois que c'est ce défi qui se présente à nous et que nous devons collectivement relever. Alors malheureusement, j'aimerais bien me présenter devant vous et vous dire « Vous inquiétez pas, j'ai la solution miracle ». Malheureusement, je crains fort que cette solution-là n'existe pas. Mais j'ai quand même quelques idées à vous partager, quelques analyses pour essayer de contribuer à faire avancer les choses dans le bon sens. Alors la première chose, c'est que je vous ai dit que nous vivions la fin d'une ère. Ah oui, les dominants ont bâti un monde qui est en train de s'effondrer. Et allez regarder aujourd'hui, bien ils gèrent le déclin, ils gèrent la catastrophe. Ils nous parlent de réduire les déficits, de faire des efforts pour éviter la faillite, mais eux-mêmes ne croient plus en leur discours. Ils ne parlent plus de croissance, ils ne parlent plus de libérer les énergies. Il y a encore quelques années, on nous expliquait « mais vous inquiétez pas, on va faire des réformes structurelles, on va moderniser le pays, et donc on va retrouver la croissance, et donc le plein emploi, et ça va être la prospérité, et tout le monde sera heureux ». Mais ils ne parlent plus comme ça, et pour cause. Est-ce que vous avez vu leur bilan ? Je vais parler comme eux, comme des comptables, puisque c'est toujours ça qui nous oppose. Très bien, regardons les chiffres. La France est surendettée, 3 200 milliards d'euros, 175 milliards de déficit par an. Elle est désindustrialisée avec 130 milliards de déficit du commerce extérieur qui est historique. Macron nous explique qu'il a réindustrialisé, mais la part de l'emploi ouvrier a encore baissé dans le pays puisqu'elle est tombée à 10%. La France est amorphe économiquement puisqu'on ne parvient péniblement à atteindre 1% de croissance. Et encore, c'est en s'endettant à tour de bras. Donc c'est de la croissance artificielle. Et enfin, le pays est évidemment rongé par le chômage de masse, comme c'est le cas depuis les années 80, avec au moins 10% de la population, si on prend les estimations les plus optimistes. La réalité, c'est que ceux qui nous dirigent sont des incapables et qu'eux-mêmes ne croient plus en leur force. Alors, ils se racontent leurs histoires parce qu'ils occupent les postes, mais en réalité, ils n'ont plus de prise sur les événements. Et on en est arrivé à un tel stade de décadence que le seul moyen qu'ils ont trouvé pour rassurer leur petit égo fragile, c'est d'écraser les gens ordinaires, c'est de faire souffrir le peuple. Ah oui, ça leur donne un sentiment de puissance qui leur permet de se masquer, de masquer leur nullité. Et évidemment, je pense en particulier à la réforme des retraites. Quelle utilité y avait-il à faire la réforme des retraites ? Le corps avait dit que ce n'était pas vraiment nécessaire. Tout un tas de gens, dont Jacques Attali, avait dit écoutez, on peut quand même le financer peut-être en faisant une taxation sur les plus riches. Donc il y avait d'autres possibilités. Mais en fait, il fallait mettre la société française au pas en sanctionnant toujours les plus précaires, les plus démunis. Parce que cette réforme, en augmentant l'âge légal, elle touchait évidemment ceux qui n'avaient pas fait d'études. Les cadres, eux, n'étaient évidemment pas concernés. Les classes dominantes, elles ne croient même plus en leur discours, mais les gens non plus n'y croient plus. Parce que quand on entend ces gens-là se présentant encore aujourd'hui comme des libéraux, tout le monde a bien compris que c'était un mensonge. Et on a envie de leur répondre, mais vous êtes trompés les gars, vous n'êtes pas des libéraux. Mais non, vous êtes trompés de mots. Vous êtes des égoïstes, vous êtes des cupides, vous êtes des autoritaires. Mais vous n'avez strictement rien à voir avec la liberté. Et comparons les discours. Eux sont des libéraux, on sait que c'est un mensonge. Mais nous, de notre côté, parce qu'on pourrait nous dire qu'on est prétentieux, non, nous ne prétendons pas détenir la vérité. Nous essayons d'être honnêtes, de regarder la réalité en face, et nous sommes disposés, contrairement à eux, à discuter, à débattre, parce que nous avons des arguments à faire valoir, et nous avons confiance en nos analyses. C'est ça la démocratie. Et eux, comment répondent-ils ? Ils fuient la discussion, ils fuient le débat, ils censurent à tout bout de champ. Mais à les entendre, ce sont les démocrates et ce sont nous qui serions des extrémistes, des dogmatiques, des populistes et que sais-je encore. Bon, quand on en est arrivé à un tel niveau de mensonge et d'inversion accusatoire, oui, c'est que la fin est proche. Et ils peuvent s'inventer les histoires qu'ils veulent, la réalité est en train de les rattraper. Les gens ne veulent plus de leur politique et cela se traduit dans les urnes. Je rappelle quand même que les dernières élections législatives ont donné des résultats très clairs, où 2/3 des Français ont dit « nous ne voulons plus de cette politique ». Alors bien sûr, rien n'a bougé, le statu quo a été maintenu de force, Macron continue de gouverner comme si de rien n'était, mais on en est quand même dans une situation où le pouvoir politique est totalement illégitime puisqu'il gouverne alors qu'il est la troisième force politique à l'Assemblée. Cette situation-là, elle a des responsables. La trahison du Parti socialiste et du Rassemblement national qui ont refusé, tous deux, de voter la censure contre le gouvernement Bayrou. Bon, pour le PS, évidemment, on n'est pas surpris. Ça fait bien longtemps que la trahison chez eux, c'est devenu une seconde nature. Mais sortons de l'immédiateté, car tout cela n'est que temporaire. Et si on dézoome un peu sur la période,
On voit bien que le macronisme et le néolibéralisme qu'il incarne est en état de mort cérébrale. Il survit uniquement par la corruption morale du système politique et la complicité des médias des milliardaires. Mais la période de transition ne va pas durer encore très longtemps. Le bloc central est en train de s'effondrer, bloc central qui repose en grande partie sur un électorat qui est plutôt âgé, et il se trouve que, pour une simple raison démographique, le bloc central va continuer à s'affaiblir, à s'affaisser. Et là, il y aura une bascule. Et la bascule, ce sera soit la force réactionnaire, soit la gauche de rupture. Et là, j'en viens donc au cœur du sujet pour nous. Qu'est-ce que véritablement une gauche de rupture ? Que doit-elle faire pour se donner les moyens non seulement de prendre le pouvoir, mais aussi, une fois en place, de changer concrètement la vie des gens ? Et là, la première leçon, je crois, qu'il faut tirer des 20 dernières années, c'est qu'il n'y a pas de rupture possible dans l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui impose les politiques d'austérité, qui détruisent les services publics et le système de protection sociale. Pour dire les choses clairement, dans l'euro et dans le marché unique européen, nous sommes condamnés à baisser les salaires, à casser les protections du droit du travail, à supprimer tous les droits issus de la sécurité sociale. Le grand marché européen, c'est une zone de guerre économique, où chaque pays se prostitue pour attirer ou conserver les entreprises sur son sol, et c'est toujours le moins-disant social qui gagne, et c'est une course sans fin. Et pendant que les gens ordinaires galèrent, nous, les profits des actionnaires, eux, dépassent chaque année le record historique de l'année précédente. Vous voulez réinstaurer une taxation sur les plus riches ? Moi aussi. Ça n'est pas possible dans l'Union européenne. Vous voulez faire du protectionnisme pour réindustrialiser le pays et donner du travail à tout le monde ? Moi aussi. Ça n'est pas possible dans l'Union européenne. Alors la conséquence, c'est que oui, il va falloir reconquérir la souveraineté nationale sur l'Union européenne. Et la deuxième conséquence pratique, c'est qu'on ne peut pas faire d'alliance avec des hypocrites, avec des mous du genou, avec tous ceux qui ne sont pas prêts à assumer une rupture claire avec les règles de l'Union européenne. Et là, le mot d'ordre minimal, il doit être de revenir à la seule position qui vaille, et je dis bien que c'est la position minimale. L'Union européenne, soit on la change, soit on la quitte. Plan A, plan B, c'était clair. Et au train où vont les choses, autant le dire tout de suite, il vaut mieux se préparer au plan B. Surtout qu'avec la guerre d'Ukraine, le moment devient critique, parce que les dirigeants européens sont en état de panique généralisée, ils ne savent plus où ils vont, la construction européenne est un échec qui devient quand même assez clair, et donc ils ont besoin de la guerre pour éviter que tout l'édifice ne s'effondre, et c'est leur fameux projet de réarmer l'Europe. Alors, au moins les choses sont claires. Hier, on disait l'Europe, c'est la paix. Maintenant, c'est clair, l'Europe, c'est la guerre. Et les dirigeants européens ont peur de la paix parce qu'il faudrait passer à la caisse. Il faudrait assumer devant les opinions publiques leurs mensonges et leur échec. Mais la guerre, c'est aussi une opportunité pour eux de réaliser le saut fédéral tant espéré. C'est un prétexte extraordinaire pour continuer à démanteler les systèmes de protection sociale. Et déjà, on nous l'a annoncé. Ah, mais pour faire la guerre, pas de problème. La règle de déficit des 3%, elle saute. Donc, faire des dépenses militaires à hauteur de 800 milliards d'euros sur 4 ans, c'est pas de problème si c'est pour les industries d'armement. Mais si c'est pour les salaires et les retraites, là, il n'y avait pas d'argent. Et il n'y avait d'ailleurs qu'à écouter les marchés financiers qui font la pluie et le beau temps pour se convaincre du désastre à venir si on ne fait rien. Dans le Financial Times, les marchés financiers nous disent « L'Europe doit réduire son État-providence pour bâtir un État de guerre. Il est impossible de défendre le continent sans réduire les dépenses sociales. Vous êtes donc prévenus. Réarmer l'Europe, c'est encore plus de casse sociale, plus de précarité, plus de vies brisées. Oui, il faut rompre avec l'Union européenne, et je crois que c'est la première chose essentielle qu'il fallait rappeler, parce que sinon, toute force qui se revendique de la gauche sera condamnée à trahir, comme Hollande a trahi. Alors maintenant, j'en viens au mot d'ordre de l'événement, qui est d'unir le peuple. Unir le peuple pour reprendre le pouvoir. Et là, j'ai deux choses. La première, c'est que pour unir le peuple, on ne pourra pas faire sans essayer au moins de récupérer les électeurs du Rassemblement national. Les mépriser ou vouloir faire sans eux, à mon avis, est une erreur stratégique et une erreur morale. Une erreur morale d'abord parce que je crois que quand on se dit humaniste, eh bien, on défend le droit au pardon, à la réhabilitation, et on sait que l'être humain n'est jamais parfait. Condamner, exclure, juger moralement, je laisse ça aux réactionnaires. La gauche, c'est plutôt comprendre les déterminismes, laisser une porte ouverte à qui veut s'amender. Ça, c'est humaniste. Je crois que ça, c'est conforme à la philosophie émancipatrice. Et puis, disons-le, la pensée raciste, ou plutôt même xénophobe, parce que je crois que le vote d'une partie de l'électorat RN tient moins au sentiment d'être supérieur qu'à la peur de l'étranger. Mais ça se développe dans un système
je veux dire, qui n'est pas neutre, ça ne tombe pas du ciel. Nous sommes dans un système capitaliste néolibéral. Nous vivons un déclin économique qui produit une baisse du niveau de vie avec la précarité et le déclassement qui va avec, qui a produit une explosion des inégalités. Et tout ça, évidemment, favorise la délinquance et l'insécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que la pensée xénophobe, elle est construite socialement. Elle est construite politiquement, elle n'est pas innée. Et donc, c'est prioritairement contre le système en place qu'il faut se battre, parce que c'est ce système qui est responsable de la poussée réactionnaire. Et puis, je crois aussi, parce que j'ai une certaine expérience en la matière, de par mon ancienne profession d'avocat, mais aussi mon expérience dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y a tout un tas de gens qui votent Rassemblement national, qui n'ont pas de pensée xénophobe ou raciste. Ce sont les gens qui votent par rejet du système. C'est un vote par défaut. Ça n'est pas un vote d'adhésion. Et la preuve, c'est que beaucoup d'entre eux vous disent « on n'a jamais essayé ». Alors, je ne vous dis pas qu'évidemment, on n'a jamais essayé, c'est le meilleur argument du monde. Hein. Ça, c'est clair. Mais on n'a jamais essayé, ça ne me paraît pas être un vote d'adhésion, d'un enthousiasme inouï. Donc je dis qu'on peut aller récupérer ces gens-là, qu'ils ne sont pas perdus. Et puis ensuite, c'est une faute stratégique. Parce que pour produire une rupture politique, il faudra le soutien du peuple. Hein. Déjà pour arriver au pouvoir, mais ensuite, quand vous serez au pouvoir, ne croyez pas que le chemin soit fini. Hein. Je veux dire, il va falloir un soutien populaire immense pour faire céder les classes dominantes. Il va falloir des grèves, il va falloir des manifestations. Les réformes, dans le sens du peuple, elles ne vont pas se faire toutes seules. Donc, on a besoin d'une base populaire la plus large possible. Évidemment, il ne s'agit pas de les séduire. Il ne s'agit pas de les caresser dans le sens du poil, les électeurs du RN. Il ne s'agit pas de leur dire qu'ils ont raison. Je dis juste qu'il s'agit de leur parler, de les convaincre, de leur inspirer confiance. Et pour ça, il faut commencer par les respecter. Et s'il y a une leçon que j'ai retenue du mouvement des Gilets jaunes, c'est celle-là. Moi, quand je suis arrivé sur les ronds-points, je vais vous dire, déjà, au début, ils ne me faisaient pas confiance. Ils m'ont vu arriver avec ma tête d'un premier de la classe, avec mes lunettes. Ils se sont dit, oh là, lui, ça doit être un journaliste ou un membre des RG. Donc, ils ne voulaient pas trop me parler. Bon. Puis, il se trouve que j'ai commencé par les écouter. Puis, j'ai compris qu'il y en avait qui avaient voté Macron, d'autres Mélenchon, d'autres Marine Le Pen, d'autres qui n'avaient pas voté. Il en est ressorti quoi, au bout de quelques jours de tout ça? Les mots d'ordre, ils étaient clairs, ils étaient sans ambiguïté. Les Gilets jaunes, ils voulaient que la politique serve les intérêts des 99% et non plus celui des 1% les plus riches. Et puis, ils voulaient reprendre le pouvoir avec le référendum d'initiative citoyenne. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, il est la démonstration qu'on peut, en mettant les étiquettes partisanes de côté, rassembler autour des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre émancipateurs et non pas des réflexes identitaires et des passions tristes. Alors, si on ne peut pas faire sans les électeurs du Rassemblement national, je dis les choses tout aussi clairement, en disant qu'on ne peut pas faire sans les musulmans français. Il est hors de question de diviser dans la population en raison de considérations ethniques ou religieuses. Et je vois bien la montée, la banalisation des idées d'extrême droite, avec l'idée évidemment criminelle que les musulmans ne seraient pas compatibles avec la République française. Alors bien sûr, les médias Bolloré sont évidemment en boucle à diffuser ces idées nauséabondes, et notamment l'idée du grand remplacement, mais en fait c'est tout un système qui est en train de basculer dans la réaction. Je veux dire... les islamo-gauchistes et la note qui a été faite par le ministère de l'Éducation nationale, c'est le macronisme qui a fait ça, hein. C'est pas le Rassemblement national. Hein. Donc ils sont tout aussi réactionnaires que les gens qui sont au Rassemblement national. En fait, la réalité, c'est que la bourgeoisie ne sait plus comment conserver ses privilèges, que son échec économique est patent, est acté, alors elle abandonne ses pseudo-principes moraux en agitant les peurs identitaires pour faire diversion. Soyons clairs. Nous ne laisserons pas faire et nous continuerons à dénoncer les discriminations qui sévissent dans notre pays, à commencer bien sûr par le racisme dans la police. Alors moi, j'essaie d'être mesuré, ce qui ne m'interdit pas d'être radical. Et je ne dis pas que la police est raciste. Je dis pas que tous les policiers sont racistes. Mais je dis qu'il y a un sérieux problème de racisme dans la police. Et je dis que chaque policier qui abuse de son pouvoir et de la force pour des considérations racistes se couvre de honte, déshonore l'institution et devrait évidemment en être immédiatement exclu et condamné pénalement, cela va sans dire. Ce dont nous avons besoin, c'est de justice, de respect, de dignité. Et je crois que rien ne serait pire que de voir notre pays sombrer dans le chaos pour des considérations ethniques ou religieuses. Les Français musulmans sont avant tout français et on ne fera pas la France sans eux. En synthèse, les choses sont simples. Si l'on renonce aux électeurs du RN, on se condamne à perdre les élections. Et pire, on se condamne à l'impuissance politique. Si on sacrifie les musulmans du pays, on condamne la France à la désintégration et on ne s'en relèvera pas.
Notre salut passe effectivement par l'union du peuple, et je dis que nous devons faire bloc. Français, chrétiens, juifs, musulmans, athées, peu importe. Nous devons rester unis si nous voulons nous donner une chance de renverser les classes dominantes. J'en viens à la conclusion, je serai assez bref. Nous vivons une période très inquiétante parce qu'elle est profondément incertaine. Mais c'est précisément pour ça qu'il faut se battre avec lucidité, avec humilité. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à un grand soir, pas à une révolution qui surgirait de nulle part, non. Le combat exige de la patience, de la détermination, de la persévérance. Nous sommes malheureusement largement dépendants des événements. Notre capacité d'action dépendra beaucoup du contexte, de ces fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent parfois ici ou là, et il faudra les saisir. Je vous dis, nous allons peut-être connaître des moments difficiles, voire très difficiles. Mais si nous savons qui nous sommes et où nous voulons aller, alors je crois que rien ne pourra nous arrêter. Je vous dis cela sans naïveté, avec la conviction de celui qui est passé par des moments douloureux, de doute, de désillusion et, je dois le dire, de désespoir parfois. Je ne vais pas vous mentir, l'après-gilet jaune a été pour moi terriblement difficile. Et je crois que beaucoup de gilets jaunes ont été dans ma situation. La désillusion a été terrible. Et je sais ce que c'est que de se confronter chaque jour à notre impuissance à peser sur le cours des choses. Mais je sais aussi que c'est dans ces moments-là qu'il faut aller puiser en soi une force que rien ni personne ne peut briser. Cette force, c'est la conviction que si rien n'est certain, tout reste possible, toujours. Et je conclus par ces mots de Bertolt Brecht. Je sais que la situation n'est pas très originale, mais que voulez-vous, elle résonne en moi, et à chaque moment de doute, c'est elle qui ravive instantanément la flamme. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.